Les matins de France Culture, Hervé Gardette. Il est 7h42 sur France Culture. Dans le grand mouvement de libération de la parole des femmes victimes de violences sexuelles, le sport de haut niveau était jusque-là resté un peu à l'écart. La publication du livre de l'ancienne championne de patinage artistique Sarah Abitbol, Un si long silence, dans lequel elle accuse un de ses anciens entraîneurs de l'avoir violée lorsqu'elle avait 15 ans. Cette publication a eu l'effet d'un déclic. Dans le ski, l'escalade, l'équitation, l'athlétisme, une série de témoignages et de plaintes sont apparus. Une libération après un long silence, favorisé ce silence à la fois par l'emprise que peuvent avoir certains encadrants sur de jeunes champions et de jeunes championnes, mais aussi par l'obsession permanente de la compétition et de la gagne. Mais dans ces affaires, il est aussi question de surdité, certains témoignages plus anciens n'ayant pas été suffisamment pris au sérieux. Alors assiste-t-on à un tournant ? Vendredi, le ministère des Sports organise une convention nationale sur la prévention des violences sexuelles dans le sport, en présence des présidents de fédérations. Pour parler de ce sujet ce matin, 3 invités. Marie-Cécile Nave, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'Observatoire Genre et Politique à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Vous dirigez par ailleurs les études du think tank Sport et Citoyenneté. Avec vous, Mathieu Martinière, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes le co-auteur d'une enquête publiée fin 2019 sur le site Disclose, qui est un média d'investigation. Votre enquête s'intitule « Le revers de la médaille ». Enquête sur l'omerta dans le sport face au scandale de la pédophilie. Je signale que vous êtes par ailleurs le co-auteur de Église, la mécanique du silence, publié chez Lattès en 2017, qui concernait cette fois les affaires de pédophilie dans l'Église. Et puis notre troisième invitée, elle est au téléphone. Il s'agit d'Amélie Keguiner. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez un centre équestre en Dordogne, vous êtes éleveuse et enseignante d'équitation, ancienne cavalière, vous avez fait de la compétition de saut d'obstacles. Vous avez porté plainte, c'était il y a quelques jours, le 6 février dernier, pour agression sexuelle et viol contre 2 hommes pour des faits qui remontent aux années 80. Et vous aviez déjà porté plainte il y a 2 ans pour des faits identiques contre votre ancienne entraîneur. Quel est le déclic qui vous a poussé, notamment le 6 février, à aller déposer cette plainte, Amélie Keguiner? Oui, alors le déclic, ça a été bien sûr la parole de Sarah Abitbol, entre autres, cette semaine un peu folle, cette quinzaine un peu folle où des champions ont parlé, dont les patineuses. Où j'ai entendu parler de victimes qui avaient été agressées et violées par plusieurs agresseurs, et donc ça a légitimé un petit peu mon histoire à moi, où j'avais encore une petite chape de honte qui ne me permettait pas d'avouer, de dire que j'avais été la victime de plusieurs agresseurs. Donc voilà, j'ai eu ce petit déclic-là, et ensuite j'ai voulu inciter ma fédération et mon sport à prendre conscience de tout ça et à éventuellement réagir. Ce sont des faits que vous aviez enfouis dans votre mémoire, Amélie Keguiner, ou bien ce sont des faits dont vous ne vous autorisiez pas à parler parce qu'il y avait peut-être un peu de honte, et là, à la faveur justement de la publication du livre de Sarah Abitbol, vous vous êtes dit que c'était aussi peut-être de votre responsabilité que de prendre la parole ? Bien sûr, donc moi non, c'était pas du tout enfoui, c'était pas non plus caché par un peu de honte, mais beaucoup de honte, parce que c'est vrai que le discours que l'on a tous et que l'on entend partout, c'est qui participe à ce qu'on appelle la culture de viol, c'est que les victimes sont un peu rabaissées et stigmatisées. Donc déjà, quand vous avouez être victime vous déclenchez pas mal de réactions pas très sympathiques. Alors si vous avouez que vous avez été victime de 3, c'est des bruits que j'ai déjà entendus me concernant, qu'on était vraiment quelqu'un de pas très respectable. Voilà, c'est ça qui fait ça. Et après, qui fait le silence, je vais dire. Et ensuite, la prise de responsabilité, avoir envie d'alerter sur le sujet et de participer au fait à la sensibilisation au maximum de mon sport en particulier et puis de la population en général, quoi. Alors je rappelle, Amélie Keguiner, ce sont des faits qui se sont déroulés lorsque vous étiez adolescente, dans les années 80. Vous faisiez de la compétition du saut d'obstacles. Vous n'en avez jamais parlé, alors évidemment pas à vos encadrants, mais par exemple à votre famille ou à d'autres jeunes cavalières qui pouvaient peut-être d'ailleurs vivre les mêmes choses, ou à, je sais pas moi, des représentants de la fédération? Non, jamais, pas du tout. Déjà, ça remonte à une époque où je pense que le silence était encore plus présent que maintenant. Il n'y avait pas
Maintenant, quand même, depuis quelques années, il y a une sensibilisation qui est mise en route, qui est mise en marche, en tout cas. J'espère qu'elle va pas s'arrêter là. Et non, on n'avait pas du tout envie de parler. Et puis, voilà, au contraire, c'était quelque chose qu'on cachait. Hein, et c'est là-dessus déjà que construisent les prédateurs. C'est sur ce silence, cette honte et cette culpabilité que c'est ça qui fait leur impunité et qu'on cache ça bien soigneusement. Avec des prédateurs qui exercent leur emprise, et bien entendu dans le cadre des entraînements, mais en ce qui vous concerne, ce sont aussi des personnes, en tout cas notamment pour votre entraîneur, qui était quelqu'un de proche de votre cercle familial. Tout à fait. Tout à fait. Bon, voilà, il faut savoir que ça fait partie d'une emprise, voilà, d'un schéma de prédation qui est assez classique. Bon, moi, ça a été poussé à l'extrême. Il est rentré dans mon cercle familial en étant le compagnon de ma maman, mais c'est quand même déjà aussi une base où les entraîneurs peuvent rentrer dans le cercle familial, se font passer comme un ami, où les familles sont contentes de les recevoir à manger, enfin faire partie du cercle proche de l'entraîneur. Voilà, ça fait partie d'une tactique. Bon, moi, c'est sûr qu'il est rentré, c'était à l'extrême, hein, il est devenu mon beau-père. Donc pendant 10 ans, donc moi j'avais une peine supplémentaire, c'est-à-dire que ce monsieur-là était présent dans toute ma pratique sportive, mais dans mon cercle familial aussi. Donc moi ça a accentué les choses, on va dire. Voilà. Alors je reviens un instant. Pardon. Allez-y. Oui, donc ça rajoute après à la honte, c'est-à-dire que voilà, pour vous situer, j'avais vraiment la honte déjà d'aller dire ça à ma maman, parce que pour moi, elle venait de divorcer, elle venait donc d'être laissée par déjà un mari qui avait été voir quelqu'un d'autre, donc j'allais pas aller dire à ma mère, écoute maman, tu vois, ton nouveau compagnon, il te trompe, et puis en plus c'est avec moi, tu vois, donc ça se fait pas quoi. Enfin voilà, c'est une honte qu'on garde en soi des années. J'aimerais, avant de revenir vers vous, Amélie Keguiner, entendre les réactions de Marie-Cécile Nave et de Mathieu Martinière. Marie-Cécile Nave, notamment sur cette notion d'emprise, alors qui est un terme qui revient dans toutes les affaires de violences sexuelles, notamment à l'égard de jeunes filles. Est-ce que ça prend une dimension particulière dans le milieu du sport et à travers ces relations si spécifiques qui sont celles d'un entraîneur avec un jeune ou une jeune sportive? Oui, certainement, parce que le sport fonctionne selon un modèle qui est très largement consanguin, endogame, qui s'ouvre très peu au reste de la société. Il y a beaucoup d'amitié, de cooptation, de solidarité à l'intérieur d'un monde qui s'est très longtemps pensé à l'écart du reste de la société, y compris sur le plan du droit commun. Et on y reviendra sans doute tout à l'heure. Et puis quand on est jeune ou qu'on quitte sa famille ou pour aller s'entraîner pour devenir peut-être un futur champion, une future championne, ou même quand on est dans un environnement proche avec le sport amateur. Le sport amateur, c'est vraiment un lieu sur lequel il va falloir que les autorités travaillent, eh bien, vous êtes parfois un parent de substitution, vous êtes facilement dans une dimension de domination, de manipulation. Surtout quand vous êtes un mineur. Et puis dans le sport, il a quand même, malgré toutes les valeurs dont il se prévaut de respect des règles, d'éthique, de respect de l'autre, c'est quand même des normes de soumission du corps, du goût de l'effort, de l'abnégation. Et donc on apprend à souffrir en silence d'une certaine manière. Ça, c'est quelque chose que vous avez constaté, vous, Mathieu Martinière, dans les nombreux témoignages que vous avez recueillis pour cette enquête pour Disclose. J'ai pas dit d'ailleurs les chiffres que vous mentionnez au début de cette enquête, mais alors c'est une enquête qui porte sur une période assez longue, 1970 jusqu'à aujourd'hui, 77 affaires dans 28 disciplines différentes et avec effectivement ces questions d'emprise, de lien quasi filial entre un entraîneur et ses jeunes protégés. Et qui ont fait 276 victimes, je rajouterais. Effectivement, en fait, c'est ce que moi j'appellerais le prix de la médaille, en fait. C'est-à-dire que, alors nous, c'est en majorité dans le monde amateur, mais il y a aussi, on l'a vu avec Sarah Bitbol, que c'est aussi au haut niveau. Ce prix de la médaille, en fait, c'est l'investissement que va mettre une famille. C'est tout cet investissement que va mettre une famille dans comment dire, tout cet investissement, donc à la fois pour
au niveau amateur, au niveau professionnel. Par exemple, des familles dans certains villages vont continuer à aller pendant une quinzaine d'heures par semaine aux entraînements et vont donner vraiment cet investissement. Et au niveau professionnel, ça va être une aura, une emprise que pourra avoir un entraîneur sur ses élèves. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez, vécu, enfin, en tout cas de la manière dont le décrivaient Mathieu Martinière et Marie-Cécile Nave, Amélie Keguiner? Oui, bien sûr. Moi, donc l'emprise, après, il faut savoir qu'un prédateur a un peu son système de prédation. Donc l'emprise peut être bâtie sur plein de choses. On entend souvent parler du lien affectif, voire amoureux, et de l'admiration, etc., poussé un peu à l'extrême dans son entraîneur. Moi, ça n'a pas été du tout le cas. Moi, l'emprise, elle a été bâtie sur la peur, l'autorité. Quand on parle d'abnégation, vous parliez d'abnégation, etc., et de souffrir en silence, c'est vraiment ça. C'est déjà basé sur une pédagogie, par exemple, qui est de l'échec, etc., qui vous fait peur, qui vous fait... donc voilà, c'est déjà donc une emprise. Et ensuite, l'investissement, de la famille, c'est sûr que l'enfant et moi, j'ai eu conscience très vite, parce que déjà on me le rappelait souvent, que mon entraînement et tout ça coûtait cher. Et donc, à un moment donné, et les Sarah Bitbol et tout ça l'ont fait remarquer aussi, c'est qu'on a peur aussi de dire, moi j'ai envie d'arrêter parce que, oh là là, mais oui, tout ce qui a été investi pour moi, j'ai pas le droit de dire que maintenant stop, quoi. Et oui, c'est ça qui est terrible, c'est Marie-Cécile Nave, c'est-à-dire que l'investissement, c'est pas seulement celui de la sportive ou du sportif, mais c'est un investissement de tout son entourage. Et en raison justement de ce fort investissement, il y a des paroles qu'on préfère ne pas entendre, en tout cas ne pas laisser émerger. Oui, et d'ailleurs, ça pose beaucoup de questions sur le fait que de nombreuses fédérations encore, sinon découragent, en tout cas n'encouragent pas tellement les enfants et les adolescents à suivre une scolarité assidue, à faire des études. Beaucoup vont vous dire, oui, on les accompagne jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire à 16 ans, et puis après, c'est plus notre problème. Sauf que ça pose quand même la question de la reconversion. Une fois la carrière sportive terminée, ou même quand on n'arrive pas à entrer dans une carrière sportive, parce qu'il y en a très peu qui parviennent à gagner des médailles, à arriver au niveau. Là, il y a une responsabilité d'une grande partie des fédérations, et même parfois dans certaines fédérations, il y a une régression ces dernières années sur le fait qu'on investit tout dans la pratique sportive et on les coupe du reste de leur vie sociale, et en particulier de l'école. Comment a réagi la Fédération française d'équitation, Amélie Keguiner, lorsque vous avez déposé vos plaintes? Je rappelle, la première, c'était il y a 2 ans, et puis une dernière récemment. Alors, elles n'ont pas réagi au dépôt de mes plaintes, parce qu'en fin de compte, moi, je n'ai pas signalé mon cas à la fédération. Mais enfin, qui doit être au courant, j'imagine. J'ai fait une lettre ouverte au président de la fédération, pour le stimuler et lui demander ce qu'il en était au niveau de la fédération. Donc la fédération a vraiment répondu très vite, ça j'en étais heureuse, on va dire, et a mis déjà quelques mesures en place, déjà de recueil de la parole, ce qui est déjà bien, et ensuite va progressivement, je pense, inclure ces informations dans un cursus professionnel, j'espère, et pour former aussi les enseignants et continuer à sensibiliser toute la filière, quoi. Alors, il faut préciser, Amélie Keguiner, que la première plainte que vous aviez déposée en 2018 a été classée sans suite. Oui. Les faits sont prescrits. Qu'est-ce que vous attendez de cette deuxième plainte ? Alors, c'est exactement la même chose, c'est prescrit aussi. Donc, cette deuxième plainte, elle est là pour déjà laisser une trace, parce que éventuellement, il y a d'autres victimes qui, elles, ne sont pas prescrites, ce qui est déjà le cas pour un des deux, visiblement. Donc, il faut savoir qu'une fois que les faits sont prescrits, c'est le nombre déjà qui fait preuve ou qui fait foi pour les plaintes suivantes. Donc, c'est participer à ça. Et puis, d'un point de vue personnel, c'est déposer le dernier bagage, en fait. Ça,
le chemin de guérison aussi, ça fait partie de ça. Mathieu Martinière, je ne sais pas si vous avez vu dans Le Parisien, il y a quelques jours de cela, c'était le 4 février, il y a des sportifs de haut niveau qui ont signé une tribune pour dénoncer justement les violences sexuelles dans le sport, en disant qu'il y avait un certain nombre de réformes à faire. Et dans le texte, ils disent notamment ceci: merci aux journalistes qui ont pris le temps de l'investigation, qui ont su d'abord croire les victimes pour mieux les écouter. Est-ce que ça a été compliqué justement de recueillir les témoignages des victimes ? Alors déjà, ça fait plaisir, et c'est vrai qu'en fait, c'était 8 mois d'enquête à temps plein. Moi, ça faisait, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, ça fait 4 ans que je travaille sur ces questions-là. J'ai travaillé dans l'église déjà, donc on a acquis une certaine méthode pour enregistrer les témoignages. Ça a été compliqué dans le sport parce qu'il y a une certaine omerta. C'est un monde clos, un peu un monde en huis clos. Moi, ce qui m'a vraiment étonné, notamment par rapport à l'église, c'est parfois la défense viscérale qu'on peut avoir vis-à-vis des entraîneurs. C'est pour ça que les victimes ont du mal à parler. C'est parce que, en fait, un entraîneur dans une communauté a une telle aura que les victimes n'osent pas, en fait, parce que c'est quelqu'un de charismatique. J'ai par exemple l'exemple d'un entraîneur de judo vers Colmar, quelqu'un qui avait été condamné pour une agression sexuelle sur mineur. 10 ans après la condamnation, on avait toujours des présidents de clubs qui continuaient à le défendre. Donc comment c'est possible pour des victimes derrière ça, dans des petits villages, dans des petits quartiers, dans des petites communautés, de continuer de briser le silence et de pouvoir libérer cette parole-là. Donc c'est difficile pour les victimes. Il y a quand même des victimes qui ont réussi à parler alors que les faits peut-être pas se déroulent encore, mais en tout cas se sont déroulés il y a peu de temps. Parce qu'on voit que souvent la parole, elle se libère, mais 2 longues années après, parce que déjà il n'y a plus cette emprise, et puis peut-être aussi la réalisation de la gravité de ce qui s'est passé. Alors, ce qu'on observe pas mal, c'est que c'est soit les victimes vont parler tout de suite, vont avoir un effet au bout de quelques mois, ou même quelques années, vont parler tout de suite, soit elles vont attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, vont avoir un espèce d'effet de sidération ou vont avoir une amnésie post-traumatique, c'est-à-dire qu'elles vont se rappeler les faits plus de 20 ans après les faits. Et ça, c'est quelque chose que j'observe. Donc oui, les victimes commencent à parler parce qu'il y a eu un effet MeToo en fait, dans le sport qui apparaît maintenant. Et avec le témoignage de Sarah Abitbol, ça les motive à parler aussi. Et on va voir ce que provoque justement cet effet MeToo dans le sport et quelles sont les réformes qui mériteraient d'être engagées pour essayer de lutter de manière beaucoup plus efficace que ça ne l'a été jusqu'à présent contre ces violences sexuelles. On vous retrouve après le journal, Marie-Cécile Nave et Mathieu Martinière. Merci beaucoup Amélie Keguiner d'avoir été au téléphone avec nous ce matin pour nous faire part de votre témoignage. Il est 8h sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Hervé Gardette. Et on parle des violences sexuelles dans le sport ce matin, alors que la ministre des Sports organise ce vendredi une convention nationale sur la prévention des violences sexuelles dans le domaine. Elle le fait en présence des présidents de fédérations. Faut-il réformer l'organisation du sport français ? En tout cas, les témoignages sont nombreux depuis quelques semaines autour de ces violences sexuelles. Il y a eu notamment le livre publié par l'ancienne championne de patinage artistique Sarah Abitbol, Un si long silence, qui en a déclenché d'autres. Et pour en discuter ce matin, nous sommes en compagnie depuis déjà 8h-20 de Marie-Cécile Navre. Bonjour, directrice de l'Observatoire Genre et Politique à l'IRIS, membre du think tank Sport et Citoyenneté. Vous y êtes directrice d'études. Je précise par ailleurs que vous avez publié en 2017 aux éditions FIP Le pouvoir du sport. À vos côtés, le journaliste Mathieu Martinière, co-auteur d'une enquête publiée il y a quelques semaines de cela par le site Disclose, qui est un média en ligne d'investigation. Le titre, Le revers de la médaille, enquête sur l'omerta dans le sport face au scandale de la pédophilie. Alors on a tendance, Marie-Cécile Nave, à accoler le terme de MeToo assez rapidement dès qu'une affaire de violence sexuelle portée par quelqu'un d'un peu connu émerge dans un domaine. Ça a été le cinéma, ça a été l'édition. Est-ce que on peut parler aujourd'hui, malgré tout, même si c'est peut-être une facilité de langage, d'un MeToo dans le sport ? Je crois qu'il faut le souhaiter parce que en matière de répression, de prévention, de détection des violences sexuelles et d'accompagnement des victimes,
tous les outils sont là. Sur le plan légal, sur le plan réglementaire, sur le plan de la soft law, c'est-à-dire des bonnes pratiques. Et d'ailleurs, la ministre actuelle des Sports fait de très importants efforts pour continuer à développer des outils de prévention et de sensibilisation. Mais tous les outils sont là. Il y a 2 lois en particulier dans les dernières années qui ont considérablement renforcé ce combat contre les violences sexuelles contre les mineurs. C'est la loi de 2012 contre le harcèlement sexuel et la loi du 14 avril 2016 qui permet aux administrations de se voir transférer les informations sur les condamnations des agents publics, que ce soit les fonctionnaires, les contractuels, les bénévoles, pour faire un peu le tri parmi les gens qui travaillent dans les missions de service public. Et le premier ministère à l'avoir mise en place, c'est l'Éducation nationale. C'est une loi d'ailleurs qui a été initiée par la précédente ministre de l'Éducation nationale. Et le Code du sport a été modifié aussi en ce sens pour inclure les bénévoles. Donc il y a un arsenal législatif et réglementaire aussi avec les textes d'application des lois qui est très important. Maintenant, on a l'impression que le sport reste un petit peu à part, parfois en dehors du droit commun, alors que de très bonnes pratiques existent. On pourrait s'inspirer par exemple de ce que font les universités dans la prévention des viols et du harcèlement et l'accompagnement des victimes, en misant sur les associations, en misant sur des référents qui sont dans chaque université. Il y a beaucoup de choses qui existent en France et aussi beaucoup de choses qui existent dans de nombreux pays étrangers, notamment des agences indépendantes qui ont été créées au Canada, aux États-Unis et ailleurs, alors qu'en France, on reste dans un entre-soi qui est tout à fait mortifère. Vous êtes d'accord avec ça, Mathieu Martinière? Tous les outils sont là, ce qui manque, c'est la volonté de s'en servir? Complètement. Marie-Cécile Neuve parlait du Code du sport. Le Code du sport, c'est un article de loi qui, en fait, il y a un article de loi du Code du sport qui interdit à une personne qui a été condamnée pour un délit ou un crime sexuel d'enseigner, d'encadrer, d'animer dans des clubs sportifs. Ce Code du sport, nous, on s'est rendu compte, en faisant cette enquête de terrain, que quasiment la majorité des clubs sportifs, des présidents de clubs, des entraîneurs ne connaissaient pas ce Code du sport. J'ai même un directeur de fédération qui ne le connaissait pas. Donc il y a une méconnaissance des outils et même des lois qui existent dans le domaine sportif. Vous pensez qu'ils ne le connaissent véritablement pas, ou bien peut-être qu'ils font mine de ne pas le connaître parce que ces affaires-là, elles dérangent aussi justement ce milieu qu'est le milieu du sport, Mathieu Martinière? C'est un peu les deux, mais on a quand même noté une vraie méconnaissance. C'est-à-dire que le ministère des Sports, depuis 10 ans, depuis le plan Bachelot de 2008, depuis la grande affaire médiatique dans le tennis avec Isabelle de Mongeau et le procès Camaret, il y a eu des plans de communication du gouvernement, il y a des ministres qui se sont succédés, qui ont fait des énormes dossiers de presse, ils ont fait des plaquettes, mais il y avait un manque de liant sur le terrain, c'est-à-dire que nous on le voit dans les clubs de quartier, dans les villages. Allez voir sur l'onglet de la page du ministère des Sports les différents outils, ça suffit pas. Il faut faire un vrai travail de terrain que ne fait pas pour l'instant les institutions. C'est pour ça qu'il y a une méconnaissance de tous les acteurs. Ce plan Bachelot que vous évoquez, il date déjà d'il y a plus de 10 ans. Il portait contre le harcèlement et les violences sexuelles dans le sport. Il avait accouché d'une enquête nationale qui révélait que 17% des athlètes interrogés avaient été victimes ou pensaient avoir subi une forme de violence sexuelle. Il n'y avait aucune raison, Marie-Cécile Neuve, de considérer que le sport pouvait rester à l'écart de ce phénomène de violence sexuelle, en particulier à l'égard des mineurs. Oui, c'est-à-dire que les arguments, entre guillemets, qu'on entend aujourd'hui, consistant à dire « je ne connais pas la loi, je ne sais pas comment communiquer », ne sont plus entendables. Les attentes sociales ont considérablement évolué en quelques années. On ne peut plus entendre de la part de gens qui sont délégataires d'une mission de service public ou qui sont des agents publics qu'ils ne connaissent pas la loi et qui ne savent pas comment protéger les mineurs. Ce n'est plus entendable. Après, il y a certainement un problème plus global dans la gouvernance du monde du sport où la chaîne de responsabilité n'est pas toujours clairement établie et peut-être que ces revendications féministes, ces revendications de violence de genre, car ce n'est pas que des violences contre des femmes, on attend aussi sans doute, là pour l'instant on est dans un
un peu la face émergée de l'iceberg, mais sans doute qu'il y a aussi des scandales de violence contre les jeunes garçons qui risquent d'apparaître parce que c'est encore plus tabou. Donc toutes ces violences sexuelles, ces violences de genre, ces problèmes de domination sur l'autre, sont peut-être l'occasion de repenser toute la gouvernance du sport français, de faire un Big Bang en matière aussi d'évaluation de ce que font les fédérations. Pourquoi on n'évalue pas le travail des fédérations qui sont quand même délégataires, je l'ai dit plusieurs fois mais je le répète, d'une mission de service public. Alors le poids de cette omerta que vous mentionnez l'un et l'autre depuis le début de cette discussion, omerta dans le sport, rend encore plus exceptionnel et courageux le geste qui fut celui de celle qu'on peut peut-être considérer comme une pionnière dans la dénonciation des violences sexuelles dans le sport. C'était en 1991, Catherine Moyon-Debec, elle est lanceuse de marteau et c'est cette affaire qui en tout cas qui aurait dû peut-être lancer ce MeToo bien avant qu'il ne l'a été. Écoutons-la, elle répondait à un reportage de France 3 Bourgogne quelques années plus tard, en 1997. Je peux dire que la violence de mon combat a été à la mesure du traumatisme que j'ai subi. J'étais une jeune athlète qui a été agressée sexuellement. J'ai été terriblement marquée, perturbée et ma vie a été complètement brisée. Mes études ont été stoppées, ma carrière évidemment sportive a été brisée également. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de porter plainte et qu'ensuite j'ai décidé de mener un combat au niveau sportif parce que les agressions dont j'ai été victime se sont quand même déroulées dans le cadre d'un stage fédéral. Et c'est également la raison pour laquelle j'insiste en disant que l'État français est responsable de ce qui m'est arrivé également. Pour d'hypothétiques médailles, on a préféré défendre les athlètes de l'équipe de France et mettre à l'écart les victimes au nom, oui, d'une raison d'État. C'est toujours facile d'invoquer la raison d'État quand il y a un vrai problème et qu'on ne souhaite pas justement le régler parce que ça remet en cause un certain nombre de choses et que ça oblige les gens à évoluer dans leur mentalité. Mathieu Martinière, cette affaire, elle remonte à il y a quasiment 30 ans. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, ça n'a pas déclenché davantage de réactions et d'actions ? Ça a déclenché des réactions du ministère des Sports, mais en fait, on se rend compte que c'était surtout des réactions de communication, puisque quelques années après, enfin une décennie après, il y a eu l'affaire, j'en parlais tout à l'heure, de l'affaire Camara, qui était une grosse affaire médiatique dans le tennis, avec Isabelle Demongeot, qui est une ancienne professionnelle, qui avait écrit un livre sur le sujet. Après cette affaire-là, il y avait Nicolas Sarkozy, qui était proche d'Isabelle Demongeot, qui a demandé à Roselyne Bachelot, alors ministre des Sports, de faire ce grand plan contre le harcèlement et les violences sexuelles dans le sport. En fait, on s'est rendu compte que c'était une petite affaire. On en a parlé pendant quelques semaines et ensuite on est passé à autre chose. Il n'y a pas eu de gros scandales comme on a eu il y a quelques années dans la gymnastique aux États-Unis ou dans le football en Angleterre. Il n'y avait pas eu cette équivalence-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de le vivre entre les différentes enquêtes journalistiques avec le témoignage de Sarah Abitbol. Là, il y a une énorme libération de la parole. Vous mentionnez le scandale dans le monde de la gymnastique aux États-Unis. 2017, affaire d'abus sexuels avec un médecin, Larry Nassar, qui pendant près de 20 ans s'occupe de l'équipe nationale de gymnastique artistique féminine. Des abus sont dénoncés envers 265 gymnastes. C'est quand même énorme. C'est sans doute en plus d'autant plus important que la gymnastique, ça concerne de très jeunes filles qui sont particulièrement vulnérables. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire il y a cette emprise, ce lien quasi filial qui peut exister entre des encadrants et de jeunes athlètes. L'entraîneur représente un petit peu le monde quasi exclusif pour ces jeunes athlètes, Mathieu Martinière. Tout à fait. Alors, moi, j'en parlais tout à l'heure que j'ai fait une enquête précédente dans l'église. En fait, on peut quasiment comparer l'aura d'un prêtre que pourrait avoir un entraîneur, c'est-à-dire l'aura et l'emprise qu'il peut avoir sur sa communauté. Ça, on s'en rend compte, en fait, comme disait Marie-Cécile Neff tout à l'heure, c'est des paires de substitution pour leurs élèves. Vous disiez tout à l'heure, Marie-Cécile Neff, qu'il y avait une différence entre le sport français, puisqu'il peut se passer dans d'autres pays. À quoi vous attribuez ces différences et ce retard français sur ces questions ? Oui, au Canada et aux États-Unis ont été mis en place des organismes indépendants pour évaluer la manière dont la prise en charge des victimes a été faite et pour aussi accompagner mieux les victimes en dehors
de l'organisation sportive où, on le disait, il y a de la solidarité. Ce sont des anciens champions qui après arrivent à des postes à responsabilité, donc il y a un peu une solidarité ad vitam aeternam. Donc cette question de créer une instance indépendante pour évaluer ce qui se passe, pour accompagner les victimes, pour faire de la répression, pour faire de la formation aussi, c'est tout à fait crucial. Il faut souhaiter que ce soit la piste qui soit prise par la ministre. Ça fait partie d'ailleurs des propositions que vous faites dans votre enquête, Mathieu Martinière, enquête pour Disclose, la création d'une autorité indépendante pour accompagner les victimes de violences sexuelles dans le sport. Ça s'organiserait comment? Ça ressemblerait à quoi, cette autorité? Ça serait sur le modèle de Safe Sport aux États-Unis, en fait. C'est une institution indépendante qui s'est créée justement par rapport à ce scandale dans l'équipe olympique de gymnastique. Donc ça serait une organisation qui recueille le témoignage des victimes, qui enquête aussi sur les dysfonctionnements. Safe Sport peut enquêter sur les dysfonctionnements et l'omerta dans les structures olympiques américaines. Et surtout, ils sont indépendants des autorités administratives, des autorités sportives, parce que là, on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'avec la libération de la parole, il y a énormément de témoignages qui remontent, mais qui remontent où? Qui remontent aux journalistes, qui remontent éventuellement au ministère des Sports. Mais je pense qu'on a besoin de cette autorité indépendante parce que les victimes ont besoin d'avoir une confiance en autorité indépendante qui ne dépend pas directement des structures sportives ou des structures administratives. Ça veut dire aussi peut-être qu'il y a nécessité de repenser l'organisation des fédérations sportives parce qu'elles ne permettent pas de faire émerger correctement cette parole. Il y a beaucoup de travail à faire là, dans ce domaine, Marie-Cécile Nave. Les fédérations sportives sont encore dépendantes, mais là aussi, il y a un non-respect de la loi de 2014. C'est une autre loi qui s'appelle pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Et cette loi n'est pas respectée, mais entre autres choses. C'est-à-dire que il y a très peu de femmes présidentes de fédérations. Oui, il y a au moins, je lisais dans Le Monde récemment que 20% des fédérations olympiques, et sans doute plus si on inclut les autres fédérations, qui ne respectent pas la parité qui est présentée dans la loi de 2014. Et c'est même pas une parité 50%, c'est une parité 40%, etc., en fonction de la composition des adhérents. Mais plus globalement, c'est une gouvernance qui fonctionne dans un entre-soi, c'est-à-dire qu'il y a un problème de renouvellement très fort des équipes, et il y a beaucoup de cooptation. Il y a des présidents de fédérations qui sont là depuis 20-25 ans. C'était le cas de Didier Gaillaguet, par exemple, à la Fédération des sports de glace. Et quand il y a des femmes, elles sont reléguées à des positions sans pouvoir, ou un peu pour faire joli, quoi, pour le dire très, très concrètement. Ça veut dire que le monde fédéral est très peu ouvert au reste de la société. Et donc, déjà, il ne respecte pas la loi sur les femmes, mais aussi en termes de diversité. C'est quand même très, très peu divers comme organisation. Il se prive de compétences. Il est peu ouvert sur la société. Il n'a pas l'air de comprendre que le monde du sport est lui aussi sujet au problème de la défiance dans la population française par rapport aux élites, parce que c'est des élites qui s'auto-reproduisent entre elles, qui sont peu en prise avec certaines évolutions sociales. Et ça a aussi des conséquences dans un bon fonctionnement routinier de l'organisation, mais aussi pour le fait d'attirer des jeunes, pour le fait d'attirer des nouveaux pratiquants. Il y a beaucoup de fédérations qui perdent des pratiquants. Il y a des fédérations qui se plaignent de ne pas avoir un vivier de champions. C'est le tennis, par exemple. Le tennis, c'est-à-dire on n'a pas de vivier, on perd toutes les compétitions internationales, on perd dans des tours très préliminaires des compétitions internationales. Oui, mais peut-être que si c'était des fédérations qui s'ouvraient davantage sur la société, qui faisaient entrer davantage de compétences, qui s'ouvraient à d'autres types de savoir-faire et d'expertise que des anciens champions, et bien peut-être qu'on arriverait aussi à renouveler le fonctionnement et le respect de la loi, peut-être. Mais sur la présence des anciens champions, est-ce qu'il n'y a pas aussi, là, peut-être un déficit de représentation dans ces fédérations d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui pourraient peut-être être davantage sensibles lorsque ces paroles émergent, parce qu'ayant peut-être connu ou entendu parler de faits similaires, Mathieu Martinière? Ouais, je pense qu'il a fallu attendre toute cette médiatisation pour qu'on ait enfin une tribune d'une cinquantaine de champions qui prennent la parole et
qui se disent choqués par toutes ces violences sexuelles, mais on ne les avait pas beaucoup entendues avant. C'est-à-dire qu'il y avait dans pas... cette tribune, il y a notamment alors, Teddy Riner, qui est le plus connu, je crois, de la liste, qui est le judoka. Il y a aussi une ancienne patineuse, Nathalie Péchala, si ma mémoire est bonne. Je ne suis pas très fort en patinage artistique. C'est ça, ouais. Et en fait, alors c'est pour ça que le témoignage de Sarah Abitbol dans le patinage artistique, il est déterminant. C'est-à-dire que nous, on a publié cette enquête au mois de décembre, mais c'est vrai qu'elle était en majorité dans le monde amateur. Donc ça veut dire que le témoignage de Sarah Abitbol permet de médiatiser tous ces anonymes, tous ces joueurs qui ont été victimes dans des petits villages, dans des petits clubs de quartier, dans le monde amateur, et ça permet de lui donner une résonance. C'est un porte-drapeau, Sarah Abitbol. Et il en faut plus, à la fois des victimes, mais aussi à la fois des sportifs, des Teddy Riner, mais pourquoi pas d'autres personnalités, des champions du monde. Il faudrait peut-être des Zidane qui parlent de ça et qui médiatisent ces questions-là, parce qu'en fait, ça permet de donner une résonance. Dans cette tribune, ils disent notamment ceci: nous souhaitons dire non aux dirigeants. Il ne s'agit pas d'étouffer des faits pour protéger une organisation, pour préserver l'image d'un club ou d'une fédération. Non aux institutions. Il ne s'agit pas d'éviter la surenchère médiatique pour ne pas écorner l'image du sport. Ça veut dire que ces sportifs-là, ils sont obligés de passer par une tribune publique pour se faire entendre par les autorités du sport, Marie-Cécile Nave. Et apparemment, c'est ce que disait Mathieu Martignan tout à l'heure, vous recevez, le journaliste, beaucoup de témoignages de sportifs ou d'anciens sportifs qui n'osent pas s'adresser à leur hiérarchie, au monde du sport, parce qu'ils craignent les sanctions et où ils craignent de ne pas être entendus, et donc ensuite, dans un second temps, stigmatisés pour avoir osé critiquer ce monde tout-puissant du sport. Alors là, on a beaucoup parlé de l'accompagnement des victimes et d'écouter les victimes, mais je crois qu'en matière de répression et de détection des gens qui ont un passif parfois lourd en matière de violences sexuelles, le sport peut faire mieux. L'éducation nationale, depuis la loi de 2016, a engagé un travail de vérification de tous ces personnels, donc ça fait 850 000 personnes quand même, avec étude du casier judiciaire B2, étude du FIGES, le fichier des violences sexuelles, et il y a eu des radiations, et il y a eu une étude systématique du passé de possibles délinquances sexuelles de l'ensemble de ces personnels, y compris pour des infractions, des crimes qui ont eu lieu dans la sphère privée. Donc évidemment, c'est une grosse machine, l'éducation nationale, qui est très bien organisée, mais quand même, le sport pourrait aussi s'inspirer de ce qui a été fait dans ce gros ministère-là. Il en sortirait grandi, il en sortirait avec une meilleure image, avec davantage de confiance en son sein, et puis ça permettrait aussi quand même d'évacuer les délinquants sexuels, et ils sont nombreux sans doute. Voilà, des délinquants sexuels qui, pour certains, ont déjà été condamnés, se retrouvent quand même toujours à encadrer de jeunes gens, de jeunes filles. C'est ce que vous racontez, notamment au début de votre enquête dans Disclose, Mathieu Martignan, c'est-à-dire ce sont deux jeunes filles qui se retrouvent avec un monsieur qui est septuagénaire, qui devient un petit peu leur second papa. Je vous laisse raconter un petit peu cette histoire et ce que l'on découvre ensuite lorsque ces jeunes filles ont quand même le courage d'aller en parler à leurs parents de ce qui leur est arrivé. Ça c'était dans le tir à l'arc du côté de la Bretagne, et c'est vrai qu'en fait c'est une personne qui a été condamnée cette année. En fait les parents se sont rendus compte que cette personne avait été déjà condamnée par le passé. C'était une personne qui était passée de club en club, qui s'était déplacée, parce qu'on observe des déplacements dans cette enquête. Donc la personne se déplace de ville en ville, de village en village, de département en département. Il se fait oublier sa condamnation, et du coup il a recréé un club de tir à l'arc où il a pu recommencer. Et ça, on se rend compte que dans notre enquête, sur les 77 affaires qu'on révèle dans cette enquête avec des dysfonctionnements graves, 3 affaires sur 4, dans 3 affaires sur 4, la personne avait déjà été condamnée ou était mise en examen, et ensuite elle avait gardé son poste. Donc on se rend compte qu'en fait soit les personnes se font oublier, soit délibérément et volontairement des présidents de club décident de les garder dans le club. Et dans l'affaire que vous mentionnez, donc de ce club de tir à l'arc en Bretagne, les deux jeunes filles, elles ont quel âge à peu près ? Là, elles avaient moins de 15 ans au moment des faits.
Ce qui est assez significatif, c'est qu'il y a une relation de confiance très importante qui se construit, bien entendu entre cet entraîneur et les deux jeunes filles, mais aussi avec les parents de ces jeunes filles. Il vient manger à la maison et puis il réussit quand même à faire en sorte qu'elles aillent dormir chez lui une fois, parce que c'est un peu leur grand-père, quoi. C'est un peu comme ça qu'il est vu, c'est ça? On se rend compte en fait dans toutes ces affaires, si pendant des années, pendant des décennies, ils arrivent à cacher ces faits, c'est aussi parce que c'est des personnes charismatiques. Donc c'est souvent des amis de la famille, comme vous le dites, ils vont dîner, ils vont ramener les enfants après les entraînements. Donc c'est les personnes à qui on donnerait le bon Dieu en fait sans confession. Il y a ce côté, et quand arrivent de tels faits, on veut pas y croire. C'est-à-dire que c'est comme quand ça arrive dans la famille, c'est quelqu'un de proche en fait. Donc voilà, on se rend compte que le point commun dans toutes ces affaires et dans toutes ces affaires d'omerta, c'est que c'est souvent des personnes charismatiques. Et par ailleurs, ça pose un vrai problème, Marie-Cécile Nave, dans l'organisation du sport. Il y a le sport de haut niveau, bien sûr, mais il y a le sport amateur qui fonctionne grâce aux très nombreux bénévoles. C'est compliqué aussi, alors non pas de mettre à jour ces affaires, mais en tout cas de contrôler des gens qui ne sont pas des professionnels, qui font ça sur leur temps libre, et dont le sport ne peut pas se passer aujourd'hui en France. Ah, c'est évident que sans le bénévolat, il n'y a plus de sport France, et c'est le deuxième vivier de bénévoles en France et en Europe aussi, c'est pas spécifique à la France. Il y a sans doute une peur de décourager un certain nombre de bénévoles de s'engager dans le sport si on est trop dans le contrôle de leur passé. Mais en même temps, si vous n'êtes pas un délinquant sexuel, a priori, vous n'avez rien à craindre. C'est évidemment l'immense majorité des gens. Je crois que, encore une fois, le monde du sport aurait tout à gagner à engager ce contrôle systématique de tous les gens qui travaillent ou qui s'engagent en son sein. Il suffit d'utiliser les outils juridiques. Et la loi est là. Parfois, il suffit juste de rédiger les circulaires. Donc c'est vraiment tout est présent. Et puis sans doute qu'il faut revoir un petit peu l'organisation du sport français avec une chaîne de responsabilité qui est assez peu claire. Moi je trouve que les annonces de Roxana Maracineanu vont dans le bon sens, qu'elle a l'air d'être dans une démarche volontariste intéressante, et il faut souhaiter que ça continue comme ça. Au niveau de l'Europe aussi, on a des outils. Il y a une campagne Start to Talk du Conseil de l'Europe. Enfin, il y a beaucoup de bonnes pratiques. Il y a des associations qui œuvrent sur le terrain. Colosse au pied d'argile, elle est connue, mais il y en a beaucoup d'autres. Ça permettrait aussi d'impliquer davantage l'éducation populaire, le rôle crucial des associations qui se sentent parfois délaissées, pas assez considérées. Ça permettrait, sans être angéliste, évidemment, de recréer du lien aussi dans les territoires avec tout un tissu associatif d'éducation populaire. Pourquoi pas les clubs de supporters qui pourraient être aussi impliqués dans ce type de démarche. Puisque vous évoquez Roxana Maracineanu, écoutons ce que disait la ministre des Sports. C'était le 29 janvier dernier sur Europe 1 à propos de ces affaires de violences sexuelles dans le sport. Il n'y avait pas de prise de position que j'ai lue en arrivant à la tête de ce ministère il y a un an maintenant, de dire qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'omerta dans le sport, puisque justement il n'y avait pas de raison qu'il n'y ait pas de faits similaires à ceux qu'on peut rencontrer dans la société dans le domaine du sport, vu les enjeux du corps, vu les enjeux de la relation qu'il peut y avoir entre un entraîneur et un entraîné. Quand on est sportif, on se rend compte que cette relation n'est pas naturelle, pas normale, et qu'elle est trop exclusive. J'allais dire, il y a presque un continuum, et je ne vais pas faire le continuum avec de la pédophilie caractérisée, mais plutôt parler de dérives affectives qui peuvent exister entre un entraîneur et un entraîné, entre un adolescent et un adulte, et que c'est à ça qu'on doit veiller. Aujourd'hui, croyez-moi que je suis finalement heureuse que ces affaires sortent et qu'on puisse en parler ouvertement et enfin pouvoir agir, parce que tant que le sujet n'est pas déplié, tant qu'on n'en parle pas, on a beau essayer d'agir, et c'est ce que d'autres ministres avant moi ont sans doute essayé de faire, mais il n'y a aucun impact tant que le problème n'est pas posé et que les personnes ne parlent pas. Voilà, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Marie-Cécile Nave, quand on est ministre des Sports, on a suffisamment de pouvoir pour mener les réformes que vous évoquez? Oui, je crois. Et encore une fois, je le répète, mais en s'appuyant sur un arsenal législatif, réglementaire, qui est complet.
Mais qui permet par exemple de dire à un président de fédération, bah voilà, il faut que vous passiez la main, je vous démets de vos fonctions. C'est un peu plus complexe que ça, les relations qui peuvent exister entre le ministère et ces très puissantes organisations que sont les fédérations sportives. C'est évidemment complexe, et puis il y a une culture parfois de défiance entre le monde fédéral et le monde ministériel. Mais enfin, elles ont une délégation de service public, donc elles sont responsables devant l'État, devant la loi et devant les citoyens. Et elles doivent, les fédérations, protéger les pratiquants, en particulier les mineurs. Donc il y a un arsenal juridique qui est fort. On est dans un état de droit, il suffit de le faire respecter. Il y a une trop grande indépendance de certaines fédérations par rapport au ministère des Sports, Mathieu Martinière. C'est ça. Quand arrive ce genre de problème de violence sexuelle, tout le monde se renvoie la balle en fait. Personne prend sa responsabilité. Nous, on s'est rendu compte sur cette enquête qu'il y a un énorme problème dans la chaîne de responsabilité, dans la chaîne de transmission des informations. Il faut savoir que les fédérations sont des associations de droit privé, c'est-à-dire qu'elles sont indépendantes du ministère des Sports, mais c'est vrai, comme le disait Marie-Cécile Nave, elles ont des liens financiers. Donc elles ont des liens et en même temps elles sont indépendantes. Donc on se rend compte aussi à l'intérieur même des fédérations que les comités départementaux, les ligues régionales ne font pas remonter les informations à Paris, aux fédérations. Donc il y a même à l'intérieur même des fédérations, il y a un problème dans la chaîne de responsabilité. Donc il y a des dossiers qui restent au niveau du département, au niveau des régions. Ça permet aussi aux fédérations de se dédouaner. Quand arrive un tel problème, dire c'est pas mon problème, c'est le président de la ligue qui m'a pas fait remonter l'info. Et en permanence, on a eu ce genre de retour en fait. Personne prenait sa responsabilité. On a parlé du sport en général. Est-ce que tous les sports sont concernés de la même manière, en tout cas avec la même ampleur, par ces questions de violence sexuelle? On a l'impression, c'est peut-être une impression fausse, parce qu'il y a le tennis, l'athlétisme, le patinage artistique, l'équitation tout à l'heure avec le témoignage d'Amélie Keguiner, ce sont plutôt les sports individuels qui sont affectés par ces violences sexuelles, ce qui pourrait peut-être s'expliquer, parce que dans les sports collectifs, il y a le groupe qui permet peut-être aux jeunes athlètes de mieux se protéger. Mathieu Martinière. Non, c'est absolument tous les sports qui sont concernés. On a une trentaine de disciplines sportives différentes dans notre enquête. Alors évidemment, les sports les plus touchés, ça va être le football, l'équitation, le tennis, mais en fait, c'est logique, c'est statistique. Parce que c'est ceux qui ont le plus d'adhérents, on a 2 millions de licenciés dans le football français, donc évidemment qu'il y a énormément d'affaires. Mais on a aussi des affaires dans des sports plus insolites, comme les échecs, comme la pétanque. C'est absolument tous les sports qui sont concernés. Dans les sports collectifs, par exemple, il y a le problème encore des vestiaires où des entraîneurs peuvent se retrouver tout seuls dans les vestiaires, dans les douches. Donc non, nous, on n'a pas voulu mettre en avant certaines fédérations ou pointer certaines fédérations parce qu'on s'est rendu compte que c'était un problème systémique, en fait. Marie-Cécile Nave, il va y avoir en 2024 les Jeux Olympiques en France, à Paris. Est-ce que pour vous, ça rend d'autant plus urgent qu'il y ait une réforme du sport français, que le projet de loi sport et société qui est prévu normalement pour le printemps soit effectivement débattu et voté? Oui, ça pourrait être l'occasion de revenir sur ces sujets. Je pense que ça sera le cas. Ça va être à l'agenda de ce projet de loi. Pour les Jeux olympiques et paralympiques, il y a un peu la crainte d'une pression sur les athlètes français pour gagner plus de médailles parce qu'on est à domicile. On en parlait tout à l'heure avec Mathieu Martinière, mais donc peut-être que il y a un risque d'aggraver les choses, mais peut-être que c'est aussi l'occasion, puisque les Jeux olympiques et paralympiques se prévalent, et à juste titre, d'avoir une stratégie d'héritage, de laisser une trace en matière d'éducation, en matière d'égalité, en matière de lien social, d'environnement, etc. Peut-être que c'est aussi un cadre qui va être vertueux pour avancer dans la direction de la lutte contre la pédocriminalité et contre les violences sexuelles en général. Voilà, espérons qu'effectivement cette pression de la médaille n'aille pas à l'encontre de ce mouvement de libération de la parole. Le revers de la médaille, justement, c'est le titre de votre enquête pour Disclose, Mathieu Martinière, autour des affaires de pédophilie dans le sport. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Marie-Cécile Nave. Je rappelle, le think tank Sport et Citoyenneté et l'IRIS sont les deux organisations auxquelles vous appartenez.